Voilà, il faudrait plusieurs heures, mais je vais le faire très très court évidemment. On a le temps, on a 1 heure. Tout le monde a 3 heures. On a du temps. Donc oui, je suis Amélie Wien, j'ai créé la marque Statement chez lancée, je pense, il y a 7 ans, et j'ai repris aussi la marque de parfum Dorcier que j'ai lancée il y a 6 ans. J'ai créé Statement après plusieurs années passées place Vendôme dans une grande maison. Et je l'ai créé parce que j'avais envie de proposer quelque chose que je ne trouvais pas ailleurs, c'est souvent le cas, vous avez quelque chose que vous ne trouvez pas, donc j'avais envie de le proposer vous. Moi, dans mon cas présent, c'était de proposer une bague d'index parce que je trouvais que c'était une façon de déclarer quelque chose, de s'affirmer, d'où la marque Statement. Et donc, c'est de cette bague, qui est la bague My Way, qui est normalement bien son nom, que tout est parti. Alors, je vais préciser parce que vous avez tous des profils vraiment très différents et certains sont plutôt sur les bijoux de mode, donc plutôt sur la joaillerie. Nous avons un représentant en horlogerie. Voilà. Et donc, en fait, ce sont des bijoux qui sont en or, oui, pierres précieuses, enfin argent. Alors, on commence aussi sur le positionnement de la marque, parce que ça, c'est très important dans le déroulé de ce qu'on va En fait, je voulais proposer aussi une joaillerie qui soit hyper décomplexée, donc au-delà d'un design qui soit facile à porter, même s'il était très porteur de sens, c'était de proposer une joaillerie accessible. Donc, je trouvais ça hyper intéressant de travailler l'argent comme on travaille l'or, donc d'utiliser les mêmes ateliers, les mêmes techniques, de prendre du diamant naturel et pas du diamant de synthèse, parce que la préciosité de ce métal, pour moi, elle était au-delà de sa valeur marché. Et donc ça m'a permis, je me suis lancée avec de l'argent rodier, certi diamant naturel, sur du coup des bijoux qui étaient à volume, parce que l'argent n'était pas si élevé que ça, il ne trouve pas d'ailleurs. Et par la suite, comme tu sais, par certaines contraintes marché, j'ai aussi intégré. Alors ça, on en parlera après, mais ce qui est intéressant aussi dans le lancement de ta marque, c'est qu'en fait, il y a eu un événement très particulier, c'est que le bijou a été porté par quelqu'un qui en fait a boosté cette idée et finalement a permis d'avancer. Ça, c'est quand même très important. Oui, c'est l'influence. Oui, alors c'est l'influence, mais c'est surtout qu'il y a eu un événement qui t'a en fait amené à créer cette marque. C'était pas forcément l'idée de départ. C'est vrai. J'ai créé cette bague avant de créer la marque finale. Oui. Et parce que je venais de la joaillerie et donc je prenais plaisir déjà évidemment à dessiner, à créer. J'avais déjà des ateliers avec qui je travaillais pour d'autres projets. Et à un moment, j'ai dessiné cette bague My Way, je l'ai fait produire, je l'ai portée, on l'a portée, nos meilleures amies ont voulu l'acheter, donc je les ai produits que pour elle. Et on peut la citer en fait, c'est Violette. Et dans nos amis, il y a des Violettes FR, qui est donc sa marque qui est basée aujourd'hui à New York, qui est une make-up artiste qui travaille les pigments d'une façon incroyable. Mais donc c'était pas du tout volontaire, c'est vrai qu'il y a aussi une part de chance dans toutes les histoires, j'imagine. C'est que en fait c'était maintenant peut-être c'est une dizaine d'années parce que c'est arrivé, c'était de façon antérieure évidemment au lancement de la marque. Et donc on était encore dans ces tutos, dans les tutos qui étaient sur c'était YouTube à l'époque, et donc comme c'est une make-up artiste, elle vous apprenait à vous maquiller. Donc quand vous maquillez, vos mains. Donc c'était pas volontaire, mais évidemment elle portait sa bague tout le temps, c'est une bague d'avec, donc c'est très visible. Donc elle s'est maquillée comme ça, elle nous expliquait, et donc on ne voyait que la bague, qui a 14 diamants et 40 diamants, donc c'est assez brillante, et en fait elle avait tellement de demandes qu'elle m'a dit en fait tu peux pas ne rien faire de ça, moi j'ai trop de demandes, je sais pas quoi dire à ma communauté, donc il faut que tu fasses quelque chose, et puis donc elle m'a poussé entre guillemets à le faire, parce que je sais pas si j'aurais eu le courage au final d'entreprendre cela, mais j'ai été portée en tout cas par ce succès, donc c'est par cette bague et par ces ventes que j'ai faites sur cette bague grâce à elle que la marque s'est lancée. Donc c'est vraiment la bague qui est un déclic, et d'ailleurs j'avais prévu, je pense que c'est comme ça, voilà, en fait c'est celle-ci My Way. Alors c'est pas la version originale que portait Violette, mais c'est en tout cas la forme et qui est assez emblématique de ton style, très avancé, très architecturé. Ouais. Voilà. Donc et après on verra, il y a une évolution évidemment, mais My Way est faite l'original. Absolument. Et alors Hugo, en fait, toi après Hugo Crête, bonjour. Vous allez voir, voilà. Hugo, en fait, c'est un commencement, un début qui est vraiment rien à voir. En fait, c'est pas du tout sur le même principe. Il n'y a pas un bijou qui est un déclic. C'est une vision plutôt globale. Et donc, je te laisse la raconter. Hugo, le cofondateur de la marque Hugo Crête avec mon ami Nordine.
Donc nous, on vient pas du tout du milieu du bijou, on vient plutôt du milieu de la mode à l'origine. Donc moi en scénographe pour le bureau Betac et Nordine en tant que photographe. Et donc nous, on s'est rencontrés quand on a commencé ce projet de marque au moment du Covid, où on n'avait plus de job et on était entre quatre murs, sans savoir faire grand-chose. Donc on a monté cette marque au début plus comme un projet artistique, sans vraiment business plan, idée d'en monter une marque plus globale. L'idée, c'était vraiment de créer des bijoux non précieux. Donc c'est totalement l'opposé de toi, mais c'était un peu un positionnement sur la matière non noble et en gros comment rendre précieux les matières non précieuses par un positionnement qui est du coup beaucoup plus culturel que technique, beaucoup plus visuel. On travaillait pendant le confinement, donc on avait vraiment le besoin d'un média ou de médiatiser ce qu'on faisait, donc par Instagram, la photographie, l'image. Avant la marque n'existait pas vraiment, c'était plus des images de bijoux. Et on a lancé vraiment la marque au moment où on a voulu la rendre réelle, grâce notamment à Lucien Pagès, donc qui a un bureau de presse, qui nous a dit je veux bien vous aider, mais du coup il faut que les gens soient en vente dans 3 mois, dans au moins 3 endroits, sinon on ne saura pas quoi vendre, quoi. Donc c'est vraiment par l'image, en tout cas par la presse, qu'on s'est un peu obligé à rendre notre marque réelle. Alors le premier bijou, c'est celui du milieu. Hein. Si je me souviens, on s'est rencontrés à ce moment-là, c'était vraiment avec celui-là. Est-ce que tu peux juste nous dire quel est le matériau, comment c'est fait, ce qui donne une idée ensuite de ce que tu fais plus globalement? Donc c'était assez représentatif de ce qu'on faisait avant, mais en même temps, c'est nos débuts, donc c'est un deuxième, troisième, c'est pas après ça. C'est des bijoux qu'on sculptait vraiment à la main au début, pendant le Covid, donc à la pâte à modeler. Donc finalement, on en a fait un peu des 3D. Et puis ça, du coup, c'est fait en aluminium, qui est après peint dans des usines de peinture de carrosserie. Et puis assemblé un peu à la main. Alors, et ensuite, on a évolué plus vers des bijoux qui sont de chaque côté. Voilà, donc qui sont toujours des bijoux assez sculpturaux, qui intègrent pas ou très très peu de matières précieuses. Enfin, il y a un peu de strass sur le bijou ongle tout à gauche. Mais voilà, on utilise principalement du laiton qu'on utilise avec des techniques qui permettent de le rendre extrêmement léger et qu'après on plaque dans les matières plus précieuses. Voilà, toujours dans une volonté d'avoir des bijoux statement pour le coup également. Et des gros bijoux qui souvent n'ont pas de taille, donc on peut porter en fonction de différents types de corps, différents genres, tout ça. Et alors l'idée c'était les célébrités au début, tu m'en as en fait, oui, c'était le positionnement principal, c'est de dire on va faire plus qu'une marque de bijoux, plutôt un bureau d'accessoires où on collaborerait avec les célébrités pour leurs performances, leurs clips, leurs couvertures de magazines. Donc au final, c'est un positionnement qu'on avait au début, mais qui fait vraiment partie de notre fonctionnement et aussi de notre business model, parce qu'on a vraiment des communautés qui se créent autour des célébrités avec qui on travaille. Et effectivement, ça a toujours fait partie prenante de votre idée première. Ouais. Alors, ensuite, Justine Paquet, bonjour. Et donc, alors vous, ça a commencé aussi d'une façon un peu différente, mais plus proche de Hugo finalement. Ouais, complètement. Moi, je suis aussi plutôt issue du domaine de la mode et pas du tout de la bijouterie ou joaillerie. Et j'ai lancé la marque en 2010, donc il y a 15 ans, quand j'étais étudiante à Paris. J'ai voulu créer la marque, ça s'est fait de manière assez spontanée, naturelle, j'ai jamais vraiment voulu créer ma marque, c'est juste que j'ai commencé à faire des pièces pour moi, pour des amis, et de fil en aiguille, c'est devenu une marque, et aujourd'hui j'en vis et d'autres personnes en vivent aussi également. Alors quelle était l'idée? C'était le matériau non précieux? Oui, exactement. Moi j'ai toujours été passionnée par les bijoux fantaisie. Seulement, je trouvais pas forcément ce que je voulais dans la bijouterie fantaisie, qui était assez classique finalement. Et du coup, je voulais un petit peu apporter quelque chose de différent dans la bijouterie fantaisie. Et il y a quelques années, j'ai aussi développé d'autres gammes. Du coup, je suis plus forcément que du bijou, mais on fait de l'accessoire de mode, donc aussi bien des sacs, des chaussures, et plus que du bijou.
Et donc, vous, c'est surtout la chaîne aussi. On est beaucoup autour du maillon de la chaîne. Hein. Exactement, je travaille beaucoup avec des assemblages de chaînes, de maillons. On va dire que les codes de la marque, c'est vraiment de travailler avec des mélanges, de la symétrie. Il y a un second aussi très do it yourself qui fait partie de mes inspirations depuis toujours, inspirations un petit peu punk, underground. Quand moi je fabriquais mes pièces quand j'étais adolescente, c'est comme ça que j'ai fabriqué. Du coup, j'ai essayé de créer ma marque autour de ces codes-là. Et donc vous, ça fait 15 ans, Ouais. si je me souviens bien. Donc vous êtes une des plus anciennes, marque qui a la longévité la plus importante. Hugo, c'est plutôt 5, et toi, c'est 10. Ok, merci. Alors, hop, on va passer directement à Nicolas Ducoudert, notre représentant horlogerie. C'est ça. Donc, je vous laisse raconter les débuts de Beau Bleu. Et ben, d'ailleurs, c'est quoi le nom Beau Bleu? Beau Bleu, en fait, c'est la contraction de deux termes. Beau qui vient de la phrase de Baudelaire, le beau est toujours bizarre. Et bleu, c'est une des couleurs symboliques de Paris. Et donc, cette bizarrerie parisienne se traduit par Beau Bleu. Donc, bonjour à tous. Alors, mon parcours, mon œuvre, à la base, moi, je suis designer. Je suis designer automobile, mais j'ai fait pas mal mes armes, finalement, en produits de luxe. Et le début de tout ça, c'est que, pour la faire courte, j'ai commis une thèse sur le vide, avec un accès très design. Et voilà, j'avais mon agence de design et je m'emmerdais un petit peu. Et donc, je me suis dit, je vais me faire un bon petit plaisir en faisant ma propre montre. Mais ça avait juste un prototype fonctionnel, ça devait tout simplement s'arrêter là. Et j'ai fait, comme tout le monde, des aiguilles droites. Et puis, je trouvais ça finalement un peu ennuyant. Donc, j'ai un peu replongé dans ma thèse. Et avec toute l'iconographie du cercle que j'avais fait pendant mes recherches. Et je suis arrivé donc avec ce design qui est le premier. Du coup, c'est le premier modèle, c'est celui qui est à gauche. Donc, avec les aiguilles circulaires. Donc, une autre manière de voir le temps, une autre manière de le présenter, une manière de le lire, de le vivre, etc. Et voilà, donc c'est ce petit projet. Et puis j'ai commencé à investir quand même pas mal d'argent pour un projet perso, c'était un beau cadeau. Et donc je me suis dit, en réalité, même moi, j'avais pas encore apprivoisé un peu ce design en disant, ok, il y a quelque chose qui se dégage, il y a un univers qui est en train de se créer. J'avais accompagné pas mal de startups auparavant. Et donc du coup, je me dis, ok, je vois à peu près l'aventure, les emmerdements, les challenges que peut être de créer une société qui fait de la production. Et donc j'avais à la fois cette expérience-là avec mes clients passés et j'avais un objet qui évoquait quelque chose. Et donc je me suis dit, allez, go, on tente l'aventure qui n'était qu'une aventure. Et après l'aventure est devenu un projet, le projet est devenu une entreprise et maintenant on essaie de construire la marque. Voilà, et ça fait 8 ans. Alors, autour de Marie Cabiro, qui est la fondatrice de Marimas. À chaque fois, j'ai envie d'appeler Marimas, non. Et donc, Marie, à toi de nous raconter ton aventure, les débuts, les premiers bijoux. Et donc, je vais voler. Non, alors ça, voilà, c'était avant. Bonjour, moi j'ai créé ma marque à partir de plus d'une passion qui est le design et la création. Ma démarche a toujours été de créer du bijou en mouvement et du bijou qui prend vie quand il est porté. Cette notion de mouvement, elle m'a amené à développer des techniques que j'ai pu breveter. Donc, l'idée, c'est d'avoir des innovations aussi dans la marque et dans la technique. C'est de la joaillerie, donc du 18 carats et des pierres fines et précieuses. Ce que j'ai aussi envie de transmettre, c'est une certaine joie, une certaine gaieté et un peu de magie à travers les pièces, donc quand on les découvre. Et donc, dans les pièces qui ont lancé la marque, il y a les colliers. Et puis par exemple la bague que je porte qui se retourne et il y a un mouvement et une découverte d'une autre couleur et il y a une certaine vie quand on la porte. Les pierres sont réversibles, ça c'est la même collection. Hein. Oui, elles sont. Ouais, tout à fait. Et le mouvement est aussi dans les dégradés de couleurs qui amènent aussi une fluidité. Et donc après, tu es passé à des lignes plus organiques. Exactement. Les choses ont évolué. Et des rapports entre. En fait, c'est toujours le mouvement, mais j'essaie de surprendre dans la manière. Je voulais pas faire que des choses réversibles. L'idée, c'est de surprendre dans la manière dont les bijoux sont créés. Donc, certaines collections, on a des pierres qui remontent quand on passe la bague. Celle-ci, c'est des bagues qui se superposent en fait, dans l'idée qu'on puisse venir célébrer différents événements de la vie et avoir comme un stack qui représente sa vie et l'idée de passer les bijoux et les stacks de génération en génération. Et dans cette collection-là aussi, il y a un rapport sur certaines pièces qui sont plus belles,
plus innovantes dans les formes, entre souplesse et rigidité, et comment est-ce qu'on vient finalement dessiner sur le corps et avoir comme des lignes de diamant qui viennent faire des lignes un peu surréalistes. Et toi, alors, en fait, avant de lancer sa marque, tu as eu une expérience dans une grande maison. Oui, c'est ça. J'étais au studio bijoux à la Fantasy chez Dior. Ah, donc, du bijou fantasy, tu es passé au précieux. Oui, j'avais envie de... En fait, moi, ce qui me passionne, c'est la technique et la finesse du design. Et ce que j'étais un peu frustrée avec la fantasy qui allait trop vite et où on n'arrivait pas à faire des choses très précises. Et puis, je trouvais que j'avais besoin de durabilité. L'or et les pierres, en fait, c'est quand même quelque chose qui est très durable et qui me correspondait mieux. Alors, comment on passe du statut de créateur au statut d'entrepreneur? Puisque tu as le micro, tu vas commencer. Comment se fait le step? En fait, on commence par s'entourer, on commence par communiquer. En fait, comment on accueille en fait tout ce qu'on est obligé de faire en même temps? Comment on fait la part? On se débrouille. On est obligé d'apprendre à faire plein de choses différentes. En tout cas, dans mon cas, j'ai travaillé sur des matières précieuses, donc finalement, le budget partait toujours. Et encore la problématique, c'est qu'il part dans l'or et les pierres. Et donc, moi, j'ai mis longtemps à m'entourer. Et j'ai appris beaucoup. J'ai été obligée d'apprendre plein de métiers différents et plein de choses. Et puis, j'ai eu la chance de faire partie de programmes d'accompagnement comme Émergence aujourd'hui. Et c'est grâce à eux que j'ai aussi pu passer des étapes de recrutement et maintenant avoir une équipe autour de moi. Vous avez travaillé avec un mentor? Oui. Nicolas? Comment on passe de créateur à chef d'entreprise? C'est une bonne question. En gros, moi j'avais jamais ouvert un Excel avant de créer Beau Bleu, mais globalement, même s'il y a plein d'embûches et plein de complexité, ça se fait d'étape par étape. Donc au départ, on est juste créateur, et puis après, il faut faire des photos, donc on devient photographe. On devient de temps en temps comptable et au fur et à mesure, après, tout se complexifie, mais le temps fait que on prend en compétence. Après, en tout cas, moi, j'ai eu la chance d'avoir des clients avant et de leur demander en disant comment créer une entreprise, une société qui va faire de la production, comment on s'entoure, quelles sont les problématiques d'association de manière très générale, du stagiaire à l'associé, au partenaire, au client, etc. Les écueils à éviter, et tout, voilà. Donc il y a des moments où j'arrivais en point de friction et du coup je les appelais pour voilà. Après, chef d'entreprise, c'est un grand mot, mais voilà, je pense que on se fait entourer. Est-ce qu'on arrive à garder du temps pour la créativité? Oui, 1% de l'année, oui, peut-être. Non, après, voilà. Marie est d'accord avec ça. Nous, en tout cas, très personnellement, on arrive à un moment où le bateau commence à devenir beaucoup plus gros. Donc, maintenant, je commence à m'entourer pour justement avoir plus 1%, mais peut-être 10, 15, 20% du temps sur de la créa. Mais je pense, après, les histoires sont différentes, il y a un moment, de toute manière, un moment de flottement où on s'occupe tellement de choses. Et en plus, après, il faut faire passer un peu, transmettre un peu les différents bébés qu'il y a dans la société. Et voilà, ça se fait au fur et à mesure. On s'entoure de qui alors? Quelles priorités vous avez données? Alors, les priorités, ça arrivait à un moment où finalement la société avait 5 ans et je me suis retrouvé presque tout seul, même si c'était un peu de circonstances. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir compléter ma table avec 4 personnes d'un coup. Et donc ça a été assez facile. C'est globalement le marketing, donc tout ce qui va être l'acquisition, le site internet, un sales pour tout ce qui va être les revendeurs, le développement international, quelqu'un à la relation clientèle qui s'occupait aussi de voir, ils avaient tous 1 milliard de casquettes, mais globalement la relation clientèle et la logistique, et un 4e qui est aujourd'hui mon DG et qui lui est passé par la porte du branding parce qu'il est designer à la base et plus branding, et lui s'occupait de tout ce qui va être la partie média et branding, du coup on mettait un peu les choses gablon. Alors Amélie, j'attendais mon tour hyper patiemment. Je ne vais pas tous, à chaque fois vous allez intervenir sur les mêmes sujets. Évidemment, si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas. Et en fait, vous avez chacun aussi des points qui sont assez passionnants, donc voilà, je vais essayer de prioriser comme ça. Mais ton fonctionnement est vraiment intéressant de ce point de vue-là, parce que tu m'as toujours dit, en fait, moi, je n'aurais jamais pu être que créatrice, je suis entrepreneur. Et je pense que beaucoup là d'être chef d'entreprise, tu t'es réveillé dedans en disant, moi j'ai envie d'être chef d'entreprise. Tu te réveilles parce que tu as envie d'entreprendre. Et donc
effectivement, j'ai différentes casquettes, j'ai différents projets, c'est ça qui me plaît. Au-delà de. J'aime la créativité et j'aime l'entrepreneuriat, et l'un sans l'autre, c'est compliqué. Bah, tout le monde n'aime pas l'entrepreneuriat en fait. Mais tu peux pas, c'est vrai, t'es DA, t'es créa, mais t'as pas ta marque. Contre ses affinités en fait. Alors que tu toi, t'entoures. ça. Ouais, moi j'adore ça. Ouais. Je parle très fort d'un coup. Non, mais c'est bizarre, moi je parlais pas. Mais ce que tu m'as raconté qui était vraiment intéressant, et moi je grince, je ne sais pas. Mais ce qui était intéressant, c'est que toi, tu as pensé finalement que le business, tu allais pouvoir, tu avais une expérience suffisante en venant d'une grande maison. Et que tu j'avais monté déjà chef d'entreprise sur d'autres. Voilà, et en fait, la façon dont tout s'est imbriqué, c'est vraiment intéressant. Tu as eu des leçons de certains autres projets d'entreprise, et en même temps, la joaillerie, tu pensais que tu connaissais, et en même temps, il y a eu le contrôle, l'URSSAF, etc. Et puis, on compte que c'était. Ah, bah ça va, laisse d'en parler. C'était un vrai sujet. Non, mais c'est la vie, c'est ça qui est intéressant. En fait, je pense qu'on ne se rend pas compte, et c'est ça qui est assez cadeau finalement quand on se lance, même si voilà, on soit créateur, entrepreneur, chef d'entreprise. C'est qu'au début, on ne se rend pas compte du nombre de barrières qu'il y a et la part que l'administratif ou le juridique ou le social va prendre dans ta vie par rapport à ta créativité. Aujourd'hui, en effet, je pense un peu comme vous, je me suis bien entourée pour pouvoir. Mais c'est assez récent en fait que je me sois. Maintenant, j'ai pris sur les marques, j'ai cité bâtiment NDG, et ça m'a permis de retrouver du temps pour réfléchir, pour créer, parce qu'on se taper, se taper que les emmerdes de l'entrepreneuriat sans avoir le plaisir de pouvoir créer quelque chose, de le voir prendre vie. Alors, personnellement, c'était pas suffisant, et faire que la créa sans avoir cette excitation de mettre un produit sur le marché, voir comment il va fonctionner, comment est-ce que tu vas changer de direction parce que ça n'a pas fonctionné. Enfin, il fallait des casquettes pour que j'aille vraiment et que je sois égale. Et comment Dorsey t'a aidé sur Statement? Parce que dans chacune, j'ai évidemment échec et réussite, et que heureusement, ça se contrebalance plutôt bien. C'est-à-dire que si, évidemment au début c'était des échecs partout, hein, c'était quand même 2 fois plus lourd à porter, et en même temps, ce qui fait ta réussite et ta longévité, c'est les gens avec qui tu t'entoures. Un mauvais recrutement, qu'on sache, tu peux perdre des mois, des années par rapport à ton développement. Les gens qui t'entourent, ça fait tout. Et donc parce que je me suis aujourd'hui bien entourée, je peux me permettre de créer. Et puis parce que je pense que c'est pareil, à certains moments, en fait, la moitié de ton temps, c'est représenter ta marque. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un cadre de marque. Il y a un besoin que les clients ont besoin de savoir qui est derrière et pourquoi on le fait, qu'est-ce qui nous motive. Et donc, je passe beaucoup de temps aujourd'hui à voyager parce que tu défends ton produit, ta marque, partout où elle est vendue. Alors, j'aimerais aborder parce que vous êtes 3 à avoir beaucoup développé la distribution avec des points de vente physiques, en fait. Mais vous 2, en fait, votre créativité, en fait, elle est passée par les réseaux sociaux, beaucoup, immédiatement. Et c'est elle qui vous a porté, en fait, cette créativité, elle a été véhiculée par les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette importance et de cette façon de se développer ? Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que c'est très désagréable. Oui, donc en fait, nous, on va dire qu'Instagram, c'était notre raison d'être. Enfin, en tout cas, c'était la seule manière de faire exister notre marque au début, puisqu'on était enfermés pendant le confinement. On a donc utilisé l'image. C'est trop fort, c'est ça ? Comme ça, c'est bon. Je pense que tu peux te passer du micro. Du coup, oui, on utilisait vraiment l'image et la création d'images comme vraiment. On faisait autant des bijoux que de la création d'images. Donc c'est vrai que pour ça, le réseau, ça a été notre méthode d'expression et aussi de créativité au même titre que créer des bijoux. C'est vraiment créer un univers et c'est ça qui nous a permis de nous différencier et aussi de s'amuser dans la manière de créer notre marque. Et puis avec les réseaux vient effectivement les célébrités, les influenceurs,
Et donc c'est un vrai levier aussi commercial pour nous. On voit vraiment que ce soit ou un post viral ou même un influenceur très influent, une célébrité très, très célèbre, ça peut vraiment avoir un impact direct sur le développement et pas forcément qu'à court terme, puisque ça permet de stabiliser un produit dans la durée, un produit qui a été porté par plusieurs personnes, qui a été très vu, ça peut rapporter beaucoup d'argent. Et en quoi cette diffusion auprès de cette communauté en fait, que tu as créée a influé sur la créativité, justement? Comment, en fait, tu me disais qu'il y avait quand même un retour, et donc en fonction de ça aussi, il y avait une possibilité de travailler ton produit, en fait, ton bijou, en fait. Ça réagissait tout de suite, donc tu savais où tu en étais tout de suite. Hein. C'est vrai que nous, on a commencé, en fait, comme je disais un peu au début, par la fin. C'est-à-dire qu'avant d'avoir les produits, on avait déjà le site internet prêt, déjà la manière de diffuser et une présence sur Instagram. Et c'est vrai qu'on était, en tout cas, moi, j'étais très à l'écoute des retours des clients, de ce que nos clientes portaient avec nos bijoux. Donc, par exemple, quelle marque elles portaient, est-ce que c'est Jacquemus, Alaïa, Bottega, et du coup, en ce sens, voir comment est-ce qu'on peut aussi adapter un peu plus notre offre à leur budget, leur portefeuille, leur goût, sans forcément se trahir ou essayer de plaire forcément à quelqu'un. C'était plus essayer vraiment de comprendre. C'est ça, on est que à 50 marques, donc c'est vrai qu'en même temps, on est encore dans une phase de stabilisation. On va dire qu'on n'est pas... On n'est pas en maturité. On n'est pas en maturité totale, mais c'est vrai que depuis au moins 3 ans, on a vraiment beaucoup plus identifié qui était notre client, ce qu'elle portait, quel était son budget, ce qu'elle faisait. Et du coup, on a adapté aussi, en discutant avec elle, on a adapté un peu notre offre à leurs besoins. Alors, par exemple, est-ce que tu as un exemple concret de quelque chose que tu as fait pour, sans trahir forcément ce que tu étais, mais pour adapter un produit? Est-ce que tu te souviens de quelque chose? Je pense que je vais plus le dire de manière générale. C'est vrai qu'au début de la marque, on a, comme toi tu le disais, testé plein de choses. C'est-à-dire qu'on a fait de l'unisex, du one size, du petit, du gros, du coloré, du silver. On essayait un peu de faire tout ce dont on avait envie. Et c'est vrai qu'on a déjà regardé ce qui se vendait le mieux. On a regardé ce que nos clientes portaient le plus. On a vu qu'on a eu aussi quelques moments de mentorat au cours de nos différents concours. On a discuté avec des très grands distributeurs comme Mike Teresa qui nous a un peu expliqué comment est-ce qu'on définissait une target et comment on définissait sa cliente. Et on a compris qu'on ne pouvait pas servir tout le monde dans une marque. En fait, une marque, c'est d'abord c'est évidemment un produit, mais c'est aussi une cliente. Quand une cliente, c'est un segment. Et qu'avant de vouloir vendre au petit frère, à la petite sœur, à la cousine, il faut vraiment savoir qui est son client principal et comment augmenter son vestiaire, pas forcément créer du besoin, mais en tout cas répondre à tous ses besoins, les besoins de son vestiaire. On va dire que c'est plutôt comme ça qu'on a éliminé les pièces les plus petites, on a éliminé les pièces qui étaient unisex, qu'on vendait pas forcément, qui étaient plus perturbatrices dans l'image globale, pour avoir un produit des produits qui étaient un peu plus recentré, plus dans la même direction pour le moment, donc dans notre phase en tout cas de stabilisation, d'expansion, pour après ensuite, j'espère bien comme Justine, quand on sera à des stades beaucoup plus clairs en fait en position de marque, de pouvoir éventuellement travailler d'autres catégories, que ce soit du homeware, du parfum, du sac, de la chaussure. Alors Justine, on attend avec impatience, parce que 15 ans, vous êtes arrivée à une phase plus mature en fait que Go. Donc racontez-nous comment vous avez, vous aussi avec les réseaux sociaux d'ailleurs, réussi à créer cette marque. Oui, nous, clairement la marque elle est née grâce à Instagram. C'est vrai que on a commencé il y a 15 ans sur Instagram et c'était le premier moyen de communication, un premier moyen de véhiculer des images, de véhiculer nos premiers produits, surtout pour l'international. C'est vrai que moi je suis basée à Lille, mais c'est compliqué de vendre à l'international comme ça sans avoir au tout début d'agence, de salon ou quoi que ce soit. Du coup, c'est vraiment Instagram. Il y a eu un effet de bouche à oreille assez rapidement et on a
rapidement été vendu en Asie, principalement au Japon, en Chine et ensuite aux États-Unis, vraiment grâce à Instagram, grâce à nos clients qui portaient, repostaient des photos. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux ont été vraiment très très importants et continuent à être très importants pour nous aujourd'hui, parce que c'est vraiment notre premier outil de communication qui est vraiment très important pour nous. Et est-ce que les réseaux vous ont permis d'avoir, comme Hugo, des retours de vos clients sur la créativité justement et l'adapter? Vraiment complètement pas. Enfin, je trouve que l'histoire d'Hugo résonne aussi assez avec la mienne par rapport à ça. C'est vrai que même moi, c'est assez inspirant en tout cas de voir des clients porter des pièces. Des fois, ils vont même les porter d'une manière dont je ne les ai pas forcément pensées. Et ça va induire derrière des nouvelles pièces pour moi, par exemple. Et c'est vrai que de voir aussi, parce que j'ai également été présente quand on a fait des événements en direct, de voir nos clients en direct, mais c'est pas la même chose de voir automatiquement sur les réseaux sociaux. Ça nous permet de voir une plus grande communauté et de vraiment comprendre qui est nos clients. Je trouve que c'est grâce à les réseaux sociaux, c'est vraiment, ça nous aide vachement pour ça. Et alors Marie, vous avez fait un choix qui est complètement inverse, c'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé votre distribution physique avec des détaillants, etc. Est-ce que ça vous a demandé certaines concessions? Est-ce qu'ils vous ont orienté en termes de créativité, bridé ou demandé des choses particulières? Comment vous avez trouvé l'équilibre entre la créativité et la distribution? Combien vous avez de points de vente aujourd'hui? Une vingtaine. Non, en fait, les points de vente, ils valident plutôt, en fait, ils acceptent parce qu'ils aiment la créativité et parce qu'ils choisissent certains produits plus que... Moi, c'est le seul truc sur lequel je ne veux pas faire de concessions en plus parce que, comme vous disiez, si on fait tout ça, c'est vraiment pour avoir cette toute petite partie de créativité, de faire ce qu'on veut. Et justement, ce qui est génial maintenant, c'est qu'on vient nous chercher pour les pièces créatives. Et les pièces commerciales, elles marchent moins bien parce qu'en fait, on ne vient pas chez nous pour ça. Donc, et ça, c'est un peu la petite victoire. Et donc, la proportion des bijoux créatifs, vraiment purement créatifs, comme ce collier, et des bijoux plus commerciaux, c'est quoi dans votre proposition? Est-ce qu'on peut évaluer ça? Ça dépend vraiment de ce que vous avez. Je pense que... Des bijoux plus faciles, des bijoux plus vraiment purement créatifs, comme ça, on ne sait pas forcément le plus consensuel, en fait. Je pense qu'il va y avoir 20% de commerciaux de choses avec des petites chaînes, on en a 4 ans. Oui, très peu. Et alors Amélie, aussi le parcours sur l'adaptation en fait, de la créativité, en fait, on va dire, oui, l'adaptation est vraiment intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter ton passage de l'argent que tu aimais tellement, que tu aimes toujours, à aujourd'hui l'or? En fait, il y a vraiment un changement de cap. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment il s'est passé et pourquoi? En fait, moi j'ai une conviction et une envie, et après tu as le client en face qui choisit, parce qu'il y a une offre qui est très importante. Moi j'avais un design qui me plaisait beaucoup, mais en revanche les clients étaient plus réticents. Mais comme je trouve des produits qui sont assez chers, les produits restent assez chers, même en argent. Donc il y a toujours des clients qui préfèrent faire le pas en achetant un bijou 18 carats plutôt que de l'argent religieux. Pour un budget en effet qui très grossièrement, une bague by way en argent, la même avec des diamants naturels, elle va être à 5 000 € en argent, et en or elle va être à 9 000. Donc en fait il y en a qui préfèrent clairement mettre 5 000 ou 4 000 € de plus pour avoir de l'argent 18 carats. Tout ça pour dire que ce soit des produits plus gros ou plus petits. Et c'est pas la même cliente qui achète de l'or et de l'argent, mais comme les bijoux restent assez chers, on a envie, quand on dépasse un certain niveau de prix, que ce soit quand même un bijou de transmission qui reste, la valeur argent, pardon, la valeur or, tu vois, j'arrive pas, j'essaie, mais j'arrive moins bien. La valeur or reste plus importante que l'argent, quoi que je fasse. Donc, et puis finalement, tu sais, au début j'étais hyper réticente, j'avais pas envie. Je dis bah non, le design ça va pas du tout marcher aujourd'hui. C'est pas bien, je vais me perdre. Oui, c'est ça, c'est on a peur de se perdre et de renoncer à certaines choses. Et au final, j'adore les pièces en argent. Non, mais je vous jure, j'adore les bijoux, j'adore faire de l'or et je les éclate avec l'or. Après, il y a d'autres contraintes aujourd'hui. Alors d'abord, j'ai fait ce switch alors comme je fais de l'argent beaucoup, je suis passée sur une offre en or. C'est pas tout à fait les mêmes produits.
Donc là, j'ai gagné des nouveaux clients, des nouveaux retailers parce que j'étais passée sur de l'or. Et puis maintenant, parce que l'or est devenu extrêmement cher, et là, je suis en train d'essayer de trouver, je jongle qui travaillent les métaux précieux, je jongle pour pouvoir, je ne sais pas à quel moment tu en parles. De l'or, mais vas-y, continue, on y va sur le cours de l'or. Non, mais voilà, est-ce que la question maintenant se pose d'or est devenu tellement cher que sur une pièce aujourd'hui, si je prends typiquement un collier, on va avoir une maille et puis on va avoir un motif. Finalement, est-ce que tu as des créativités, parce que toi, ta valeur ajoutée, elle est où? Elle est sur ton pendentif ou le motif central. Et le reste, en fait, c'est la donc, comment tu construis ton prix? En fait, la moitié de ton produit est un produit créatif que tu as dessiné, que tu as développé, et puis l'autre moitié qui est en fait un appui que tu achètes tout fait. Alors, toi, tu as choisi parce que esthétiquement, c'est plus joli avec, et puis tu as mis ton fer noir, et puis tu as mis quelques détails dessus. Mais la question se pose, comment est-ce que tu fais ta structure de prix? Est-ce que tu dois passer sur du 14 carats ou du 9 carats? Est-ce que tu dois faire du bigou? Est-ce que tu allèges au maximum ton produit parce que tu n'as pas envie de... C'est toutes des questions auxquelles on est confronté et c'est en ce moment que ça se passe. Donc, comme je disais, on n'a pas la réponse aujourd'hui sur ce qui est le plus smart. Mais Nicolas, est-ce que vous avez l'augmentation des matériaux, elle est générale, on en a parlé avec Justine et vous en direz sans doute 2 mots, mais est-ce que l'horlogerie est concernée par cette hausse du prix des matériaux également? Et est-ce que ça vous impacte sur la créativité? Alors oui, pas chez nous. Nous, on ne fait pas de métaux précieux. Non, mais même les métaux non précieux augmentent. Enfin, Justine parlait de ça. Toujours sur de l'acier 307L. Voilà, c'est de l'acier utilisé en horlogerie. Non, on n'est pas vraiment impacté là-dessus. On a le mécanisme qui est fait en acier. Il y a un cours, bien sûr, mais depuis, en tout cas, le temps, ça n'a pas bougé. Et est-ce que vos clients, vos distributeurs vous ont impacté sur la créativité? Est-ce que vous avez eu ce sentiment à un moment, ou cette obligation? Alors, la créativité, non. Sur l'offre de la créativité, oui. C'est-à-dire qu'ils veulent un certain nombre de références. Enfin, ça va dépendre de la typologie du retailer. Le printemps, les galeries ne vont pas demander la même chose qu'un retailer en province. Donc, voilà. Donc, nous, on avait, c'était pas très compliqué, on avait que 4 montres. Donc, ils disaient, c'est trop peu. Et on avait dit, c'est comme ça. Voilà. Après, il y avait un concept, donc c'était pas. C'était comme ça, et donc ils ont. C'était comme ça parce qu'on ne pouvait pas se cacher non plus du fait qu'on était une toute très jeune nanomarque. Donc, en disant, voilà, nous, c'est notre pour l'instant. Et puis, au fur et à mesure, on faisait une collection que tous les 2 ans. Donc, ils attendaient, ils étaient patients. Mais du coup, ils participaient à l'aventure de dire, voilà, on commence avec 4 références. Et puis après, il y aura différents bracelets, donc c'est plus de SKU, de références. Puis après, il y a d'autres collections qui arrivent au fur et à mesure. Et donc, nous, on leur a dit, ok, on a compris votre besoin, mais les gens viennent nous acheter pour la créativité et pas pour le panel incroyable de déclinaison qu'on va avoir. Et puis en plus, voilà, nous, on a une créativité, on a un propos, un concept. Et en fait, on ne va pas essorer le concept au max en disant on a fait un modèle et on va faire tous les Pantones au niveau du cadran, juste pour répondre à vos exigences de référence. Parce qu'à ce moment-là, on perdrait un petit peu le discours de la première pièce jusqu'à la dernière pièce de la collection. Et donc c'est un discours sujet d'un complément. Et donc du coup, il y a 3 parties et on ne va pas en faire 20 parties de plus juste parce qu'il le faut. Donc évidemment, là, ça fait 8 ans, donc on n'a plus 4 références, on en a 12, je pense qu'il va être énorme. Mais voilà, on va en avoir 18 très prochainement, mais voilà, et ça se complète. Mais le discours, la manière dont on l'argumente, c'est il y a un discours, le discours il est comme ça, et on va pas tordre le discours juste parce qu'il faut des modèles en plus. Aux États-Unis, ce qu'ils veulent, eux, c'est, en tout cas pour nous, en horlogerie, c'est un peu l'effet d'annonce, et dire en fait on veut des collections tous les 3 mois. Et j'ai dit, ça sera tous les 2 ans. Donc en fait, à ce moment-là, on n'y va pas ensemble, c'est pas grave, mais l'appel des sirènes va se payer à un moment, parce que bien sûr, les clients et les clientes vont voir que toute la déclinaison Pantone, en tout cas sur notre propos, va perdre un peu tout le sens de la créativité. Donc vous résistez à toutes les demandes. On résiste, on leur demande juste d'être patient. Voilà, on leur demande juste d'être patient et voilà, et on leur dit, vaut mieux qu'on vende très 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 bien 4 que vous proposez 20 modèles et il n'y en a que 4 qui fonctionnent. Et aujourd'hui, vous avez combien de points de vente? Aujourd'hui, on en a 110.
On en a 60-70 en France. Et après, le reste, du coup, à l'étranger. Ça va être maintenant un peu États-Unis, Moyen-Orient, Japon, un peu en Chine. Et après, le reste en Europe. Et quelle est la partie du monde qui a réagi le mieux à votre créativité? La France. Non, mais la France, alors pas de moins en moins, mais de plus en plus à l'étranger. Moi, personnellement, je pensais que mon objet, ma montre, n'était pas du tout packagé pour les États-Unis. Et que c'était pas ils n'avaient pas forcément les clés de compréhension et qu'ils sont sur une vision de l'horlogerie qui est ce qu'elle est, mais qui est encore très stéréotypée avec des marques très institutionnelles, et donc des marques émergentes avec un design un peu différent. Je trouvais que c'était pas du tout packagé. Et pourtant, ma femme est américaine, donc j'aurais pu dire que non. Et en l'occurrence, là, en l'occurrence, les Américains adorent. Donc, mais parce que c'est nouveau, parce que c'est frais, et c'est une typologie de clients, de gens qui ont déjà fait un petit peu quand même le tour en horlogerie. Alors, on a quand même plus de gens de New York que du Colorado, mais voilà, on a aussi le Colorado. Mais voilà, donc c'est un peu étonnant pour nous. Nous, on prend comme ça, et on travaille au fur et à mesure des choses. Justine, sur le pays, en tout cas la partie du monde qui a été la plus réceptive à votre créativité, c'était d'abord l'Asie. Ouais, l'Asie, notamment le Japon et Chine aussi également. Et après vraiment les États-Unis, tu parlais des États-Unis, mais aussi les États-Unis, c'était vraiment le pays numéro 1, c'était vraiment les États-Unis pendant très très longtemps. Comment vous expliquez ça? C'était le fait d'avoir travaillé avec un premier distributeur américain qui était Opening Ceremony, qui existe peu aujourd'hui, mais ça a été vraiment notre premier gros distributeur aux États-Unis il y a plus de 10 ans. Et c'est vraiment. Après, ça s'est fait de fil en aiguille, mais ça a été. Parce qu'on a eu un premier distributeur là-bas, et d'ailleurs pendant très longtemps, plusieurs clients pensaient qu'on était une marque américaine parce qu'on était vraiment distribué sur le continent américain et en ayant quasiment même 0 point de vente en France ou en Europe, alors qu'en on était une marque française, mais ça ne plaisait pas beaucoup ici, donc c'était vraiment plutôt États-Unis et Chine et Japon. Qu'est-ce qui a déclenché l'intérêt de la France? Post-Covid, on va dire que pendant le Covid, on a eu de plus en plus de demandes de grands magasins, de vouloir peut-être, parce qu'on est aussi une marque Made in France, et du coup il y a eu aussi un petit, attrait pour les marques françaises, donc on a commencé à travailler avec des grands magasins à ce moment-là, et c'est à ce moment-là aussi qu'on a eu une clientèle française et européenne donc depuis 4-5 ans, on va dire. Hugo et Marie, en fait, sur les pays qui réagissent le mieux à la créativité, notamment Hugo, toi tu fais des bijoux très gros, très excentriques, etc. C'est les États-Unis qui réagissent en premier? En premier, les États-Unis, oui, je pense aussi historiquement, un peu comme Justine, parce qu'on a eu Essence qui a vraiment investi dans la marque les premières saisons, qui nous a permis de construire notre clientèle. Essence c'est Canada, mais bon, ça distribue vraiment beaucoup tous les États-Unis. Et puis aujourd'hui, c'est les pays de l'Est et les Émirats. Ah ouais. Et la France? Et la France, pas beaucoup. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout beaucoup, non. Non, on a un point de vente en France, donc ça représente. Elevator, c'est encore une toute petite boutique à côté du carreau du Temple. On a fait un petit peu printemps, les Galeries Lafayette, on a un peu essayé aussi dans les grands magasins, mais c'est pas. En fait, justement, on était vendu à côté de Justine ou des marques qui n'ont pas le même price point, et du coup, on n'était pas du tout intéressant. Étant donné qu'on est très émergent, les gens ne nous connaissent pas beaucoup, et on est beaucoup plus cher que de la bijouterie fantasy, en fait. Enfin, on est bijouterie fantasy, mais on est assez cher. Pourtant, on a l'impression de vous voir beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, en France? Bah oui, on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression que vous apparaissez beaucoup, vous êtes très invité par les réseaux sociaux. Donc non, oui, c'est ça. Donc, mais après, les réseaux sociaux, c'est digital, c'est pas vraiment. Mais quand même, ça donne une crédibilité. En tout cas, je pense que les points de vente surveillent ce qui se fait, et donc il pourrait y avoir un intérêt via ce réseau-là. Ouais, après, je pense que c'est juste que c'est pas vraiment fait pour une cliente française, en fait. Finalement, les pays qui réagissent le plus, c'est vraiment les Émirats, beaucoup les États-Unis. C'est aussi lié, évidemment, aux communautés qui sont construites autour de nos consommateurs célèbres, en fait, que ce soit les rappeuses ou les influenceuses des Émirats, tout ça. Marie?
Si c'est les États-Unis. C'est les États-Unis. On a l'impression que sans les États-Unis, pas de survie, pas de possibilité sans les États-Unis. Non, c'est ça en fait, c'est ce qu'on peut dire. Sur la créativité. Sur la créativité, oui. Alors racontez-nous. Ils prennent plus de risques. Mm-hmm. Ils ont moins besoin de marques institutionnelles où on verra que c'est un logo. En tout cas, nous, pour des positionnements très haut de gamme, je trouve qu'ici, il y a plus de rapport aux bijoux comme un sac à main où il faudra que ça soit reconnaissable, qu'on sache de quelle maison ça vient. Là-bas, ils s'en fichent, ils veulent que ce soit cool et que ça leur plaise. Et alors, comment vous résistez à cette avidité, frénésie de nouveautés? Parce qu'en fait, on voit avec la mode, on est sans arrêt dans des collections et finalement, c'est devenu presque la norme. Est-ce que dans le bijou, c'est plus difficile à gérer? Est-ce que vous y résistez? Alors, Nicolas, oui, dans l'horlogerie, on a bien vu. Est-ce que comment vous réagissez à ça? Hugo, par exemple, nous, Justine, vous êtes plus dans des bijoux de mode, donc vous êtes, je pense, confrontés à ça. Nous, on n'y résiste pas parce qu'on fait vraiment partie du Exactement. système de mode. Donc, on fait 2 collections par an, 30 SKU par collection. Donc, au final, on accepte de tester aussi plein de choses sans forcément subir en fait le flux. Bien au contraire, c'est vraiment un vecteur de créativité aussi. Vous ne sentez pas que vous épuisez, Non. mais vous sentez plutôt que c'est stimulant. Oui, exactement. Ça nous aide à construire notre image, à effectivement créer de l'intérêt en fait. Tous les quelques mois de sortir quelque chose de nouveau, effectivement, ça réveille les consommateurs, même après qui achètent des pièces plus anciennes. Oui, complètement. Et je pense que c'est aussi plus facile dans la bijouterie fantasy que dans la joaillerie. C'est vrai que je pense que c'est pas Bien du sûr. tout la même chose parce que même en termes d'investissement, de frais de développement, c'est pas du tout la même chose. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir cette créativité plus développée, entre guillemets, pas plus développée, mais en tout cas de proposer plus de collections par an. D'être plus en phase avec cette demande. Oui, exactement, mais sans non plus être dans la fast fashion ou quoi. Moi, c'est pas du tout mon positionnement, mais en tout cas, moi, ça me stimule d'avoir à créer plusieurs collections par an sans souci, quoi. Mais ça dépend, voilà, de la joaillerie. Je pense que c'est vraiment très Alors, différent. Marie, en joaillerie, comment vous faites pour résister à ça? On a l'impression, ce truc-là, toutes les fashion week, que les gens viennent plus facilement si on a plus de choses à lancer. Mais en fait, on peut pas. On est obligé d'y résister parce qu'on ne peut pas lancer autant de collections que ce qu'on ferait dans la mode. Les développements sont plus longs, les coûts sont bien plus élevés. Et en fait. Donc, vous vous astreignez à quoi alors? On ne s'astreint pas trop. Donc, c'est quand vous avez quelque chose à dire? Oui, quand on a quelque chose à dire, quand on peut le faire. Et on n'a pas de calendrier encore. Sûrement qu'en grandissant, il y en a une plus grosse, on pourra faire des calendriers beaucoup plus structurés. Mais pour l'instant, c'est vraiment au fil de l'eau et suivant les entrepreneurs, suivant les besoins d'enrichir les collections. On peut aussi faire des drops de certaines pièces, mais on n'est pas sur un calendrier très fixe. Toi, Amélie, c'est 2 fois par an, c'est ce que tu Oui, on disais. finit Fashion Week, on présente 2 fois par an et après, c'est aussi lié à notre présence sur la couture à Las Vegas. Où là, en fait, on doit apporter un certain nombre de nouveautés. Donc, mais c'est pas. Non, voilà. C'est pas une pression. Moi, je présente une nouvelle esthétique, une nouvelle collection par an, et le reste, ce sont des déclinaisons parce que, en fait, en joaillerie, dans tout ce qu'on fait, on a un style, et ce style-là, nous, on a besoin d'avoir vu 1000 fois. En fait, on est les seuls à l'avoir vu 1000 fois, les autres n'ont pas vu 1000 fois. Donc, que ce soit notre discours, que ce soit notre design, en fait, il faut répéter la même chose pour qu'à un moment, ça centre dans la tête des gens et puis que vous soyez identifiable. Faire trop d'esthétiques différentes, parce que parfois on a vraiment très envie. En fait, c'est ça qui va fonctionner. En tout cas, après, il y en a qui le font, mais leur positionnement, c'est justement avoir floraison de modèles et de styles, et ce qui n'est pas notre cas, d'autant plus quand on est créateur. Je pense qu'on a évidemment naturellement notre propre style. Donc c'est une nouvelle collection par an, après c'est que des déclinaisons, couleurs. Mais comme disait Marie, aujourd'hui on est beaucoup plus rationnel dans ce qu'on explore. Les explorations avant, parce que j'étais des protos d'argent ou là-dessus. Avant, je pouvais lancer, je me permettais de lancer plein de choses. Je dessinais, oui, je dessine et puis on voit ce qui se passe et puis je regarde le modèle qui aura plus d'affinité, qui tombera mieux. Mais aujourd'hui, non, c'est avant la conception du proto, je limite déjà, je vais permettre des dessins faciles.
Alors, je voudrais aborder un dernier sujet avec Justine. Enfin, c'est vous qui avez lancé cette idée, évidemment. La créativité, c'est un excellent atout face à la copie. Mais on dit toujours qu'il vaut mieux être suivi que suiveur. Mais vous avez expérimenté ce cas de figure de la copie. Et finalement, la seule façon de s'en sortir, c'est la créativité. Oui, c'est vrai que nous, on a été confrontés avec... on s'est très vite développé en Chine et il y a eu aussi ce souci de la copie, que ce soit aussi bien notre nom de marque. Puis ça va faire 10 ans que je suis toujours avec des avocats pour... là, aujourd'hui, on a récupéré la marque pour le côté bijoux, mais sur sacs et chaussures, ça ne nous appartient toujours pas parce qu'on a eu beaucoup de copies de ce côté-là, mais c'est vrai qu'il y a des pays dans lesquels c'est très très compliqué de se battre quand on n'a pas les moyens, pas l'équipe non plus présente sur place. Et c'est vrai que la Chine, ça a été vraiment pour nous très compliqué pendant plusieurs années parce qu'on a eu tellement de copies de produits, et même moi j'en ai aussi commandé sur des sites pour pouvoir recevoir et voir, et même moi je n'arrivais pas à voir la différence de produits, donc ça a été vraiment très compliqué de ce côté-là pour nous. Et donc la seule façon de s'en sortir, c'est de créer un nouveau modèle. Exactement. En fait, Exactement. Et voilà, c'est ça. Exactement. Et c'est vrai que ça permet aussi de. Enfin, il faut que les clients nous suivent aussi pour pouvoir voir quels sont les nouveaux produits. Mais en tout cas, ça a été un levier, en tout cas, pour pouvoir s'en sortir, c'est de créer des nouvelles choses à chaque fois. Et il y en a d'autres parmi vous qui ont été confrontés à ce problème de copie et comment on y réagit, comment on réagit à ça. Moi, ça m'est arrivé une fois. Alors, bonne chance, malchance, ça arrivait en France. Donc, le contact était un peu plus direct, un peu plus frontal. Et donc, du coup, ils ont sorti les pièces et ça s'est revenu assez rapidement. Après, de toute façon, nous, on s'est beaucoup focalisé sur la montre pendant des années. Et on a commencé à travailler la marque qu'au bout de la 6e année. Donc, je voulais que l'objet, la montre, se vende un peu de par elle-même et qu'après, être supplément d'âme, on pouvait travailler, avoir un peu plus de coffre, voilà, avec le branding. Donc, à la fois, aujourd'hui, on a une signature qui est toute particulière, donc si on nous copie, on fait un hommage, parce qu'il y a beaucoup d'hommages en horlogerie. À ce moment-là, forcément, ils feront le lien avec Beaubleu. Et aujourd'hui, on travaille de plus en plus aussi, du coup, l'image de marque, pour qu'aussi on vienne nous voir aussi pour ça. Donc, voilà, on essaye à ceinture et bretelles. De répondre comme ça. Voilà. Marie, vous avez été confrontée à ça? C'est pas mal d'énergie négative aussi, et on n'a pas non plus forcément, surtout si c'est pas en France, c'est pas en France, et donc on n'a pas forcément les armes, on a les armes, mais c'est sûr que la créativité reste une réponse. La création, on peut copier un modèle, mais on peut pas de la matière grise, donc si la matière grise continue, les gens voient toujours que c'est toi qui es en premier. Après, on a toujours le problème de puissance de communication par rapport à qui copie. S'ils ont plus de puissance de communication que toi, c'est là où ça devient aussi très frustrant. Bon, dernière question, est-ce que vous suivez les tendances? Est-ce qu'il y a toujours des tendances d'ailleurs? Est-ce que vous vous sentez influencé dans votre créativité parce que vous voyez et est-ce que, voilà, l'air du temps, Hugo me regarde comme si j'avais fait un truc dingue. Non, mais je pense qu'il faut s'en méfier les tendances, parce que par définition, c'est pas grave. Donc, à mon avis, connaissant un peu ce qu'on fait, l'idée c'est plus de cultiver son identité, de la marteler s'il faut, jusqu'à plus pouvoir soi-même. Et en fait, faire de ça pas une tendance, mais une direction, quoi. Et essayer justement de pas. Parce que quand une tendance, si on observe les tendances par rapport à des produits finis, ces produits ont été designés il y a 1 an au plus tôt, donc ils sont déjà. Bien sûr. Ce serait dommage de copier quelque chose qui. Ouais. Ce serait digne d'un créatif, quelqu'un avec la créativité. Alors pour terminer, quels conseils vous donneriez, quels sont les enseignements de tous ces parcours et quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui commence sa marque et qui a un succès avec un produit et avec un bijou et qui va passer au stade supérieur, si vous avez des conseils à donner?
Moi, je peux donner un conseil, je sais pas si c'est un conseil, en tout cas de ce que j'ai vu de pas mal de clients même, que j'ai accompagnés, qui n'est pas forcément dans l'horlogerie et pas dans la joaillerie, mais je pense que à la fois on a pas la passion de faire de créer quelque chose, et en même temps il faut aussi un peu s'en méfier. Il ne faut pas non plus être trop amoureux de son bébé en disant c'est une merveille, ça va se vendre tout seul, etc. Et c'est aussi un peu le premier travers, c'est qu'à la fois on doit pitcher à mort en disant je suis hyper passionné, c'est génial, c'est un coup de génie, etc. Enfin, toute l'humilité, hein. Mais en même temps, juste après, se dire ok, en tout cas moi c'est l'exercice que je fais, c'est bon j'ai fait cette montre, admettons, c'est complètement nul. Qu'est-ce que je dois faire pour compenser? Alors c'est une très bonne équipe, de très bons vendeurs, une très bonne communication. Et puis voilà, puis si la communication elle est comme ça, si elle est très nulle, qu'est-ce qu'on fait en plus pour compenser? Alors c'est un peu la mécanique que j'ai moi pour me méfier de tomber un peu trop, d'être trop content de soi-même du projet. Voilà, ce serait le conseil. Après, au début, il faut surtout faire plus que bien faire. On veut tous bien faire. Mais déjà, faire, ça nous sort déjà du lot. Et après, on aura tout le temps et tous les challenges pour s'améliorer et faire encore mieux. Mais au départ, je pense qu'il faut juste faire. Amélie. Tenez un livre de police. Si vous savez pas ce que c'est, allez chercher l'information. Tout le monde sait ce que c'est. Non, il faut être conscient que c'est énormément de travail et que c'est du travail qui est sur la durée. C'est pas le travail de 2 ans. C'est beaucoup de travail très longtemps. C'est savoir s'entourer, justement, et puis de jamais rien prendre pour acquis. C'est parce qu'aujourd'hui on a un succès, demain on n'a pas une merde, et inversement. Il faut jamais se reposer sur ses lauriers en disant c'est bon, je suis arrivé là. Et la créativité ne suffit pas. Non. On est tous d'accord. Ouais. C'est bien, c'est bien, mais c'est une bonne base. Oui, c'est une bonne base. C'est essentiel en même temps. Bien sûr. Vous voulez rajouter quelque chose avant de terminer? Du style, Marie. Bon, je vous remercie vraiment pour ce partage et vraiment cette sincérité. Et merci beaucoup et merci à vous tous pour votre attention.